Voilà, bienvenue pour ce troisième webinaire du cycle ESS et changement d'échelle. Ce troisième webinaire sera consacré aux stratégies de coopération et on est ensemble pour 1 heure jusqu'à 10h30. Au sommaire, on aura tout d'abord un mot d'accueil de notre directrice générale, donc Cécile Leclerc. Ensuite, on aura une introduction par Christophe Janter, directeur du département cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires. Ensuite, on aura un petit décryptage plutôt théorique sur les coopérations avec Diane van der Stegen, chargée de mission, et moi-même également chargée de mission à la VISE. Et ensuite, la partie pratique avec un témoignage de Stéphanie Mabilot, directrice de projet pour le groupe 3R. Je ne vous en dis pas plus. Et sans plus attendre, je passe la parole à Cécile. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce troisième webinaire. Je vais rapidement rappeler les objectifs de cette mini-série dédiée au changement d'échelle. Donc, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de vous expliquer ce que c'est que le changement d'échelle. Le deuxième, c'est de vous donner envie, vous-même, quand vous êtes porteur d'une structure, dirigeant d'une structure qui recherche l'utilité sociale, de conduire le changement d'échelle de votre structure. Et le dernier, c'est de vous présenter les principales stratégies et méthodes pour changer d'échelle. On rappelle bien qu'on s'adresse ici à des structures qui mettent vraiment l'utilité sociale et environnementale au cœur de leur projet. Et donc, quand on parle de changement d'échelle, on parle bien de la maximisation de leur impact social, sociétal, environnemental dans le cadre de leur stratégie. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les enjeux de coopération, comme le disait Marielle. On aura, donc c'est le troisième, donc c'était une mini-série en 5 temps, et donc on en aura encore 2 rendez-vous. Donc le mercredi 23 juin 2021 pour les enjeux de diversification et le 12 octobre 2021 pour tout ce qui concerne les fusions. Voilà. Je vous dis un rapide petit mot de l'AVISE. Je vais pas, vous avais présenté l'AVISE un peu plus en détail là, au moment du lancement. Donc là, je vais être très courte. Si vous voulez, c'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, qui le fait au niveau national avec un statut associatif. Et concrètement, vous trouverez beaucoup des outils et des ressources qu'on peut produire sur notre portail avis.org. Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à aller sur ce portail. On s'adresse à tous les enjeux du porteur de projet, de la création au changement d'échelle, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on s'adresse également à tous les acteurs de l'écosystème qui sont accompagnateurs, financeurs, qui s'intéressent aux enjeux de ESS et d'innovation sociale pour leur donner des décryptages et des sources d'inspiration dans leurs propres actions. Au-delà de l'outillage, on a 2 autres missions. On anime nous-mêmes des acteurs de l'accompagnement qui sont présents sur les territoires et qui vont être vos relais en face à face quand vous vous faites accompagner. Et on est également un financeur de projets par le biais du Fonds social européen qu'on nous confie. Et d'ailleurs, on finance justement régulièrement par un appel à projet des enjeux de changement d'échelle de structures d'utilité sociale. Alors peut-être voilà, et vous dire qu'autour de nous, il y a beaucoup de membres qui sont des têtes de réseau et acteurs représentatifs de l'économie sociale et solidaire. On bénéficie aussi du soutien, vous le voyez, d'acteurs importants pour nous, dont l'Europe, l'État et la Banque des Territoires, qui aujourd'hui sera présente parmi nous et qui est à l'origine le partenaire fondateur et donc le partenaire stratégique de l'AVIS dans ses différentes missions. On a peut-être quelques chiffres clés. Alors, comme Marielle, tu avais dit de faire très rapidement, je vais juste dire, voilà, les acteurs qu'on accompagne, c'est plus de 300 acteurs et vous dire que le site internet, quand je vous disais, je vous incitais à aller dessus, c'est que c'est quasiment 320 000 visiteurs uniques par an. Et donc, on serait ravis d'en avoir plus si vous-même, vous n'êtes toujours pas visiteur de notre centre de ressources avis.org. Pourquoi est-ce qu'on parle du changement d'échelle aujourd'hui? Parce qu'on a des travaux sur le changement d'échelle depuis 2006. Donc, on a publié notamment un guide sur les stratégies pour changer d'échelle dont vous avez eu la 2e édition au début de cette année. Et puis, on continue du coup à produire de la ressource, des formations, des sensibilisations comme aujourd'hui et via l'animation du dispositif local d'accompagnement de PINS, du fonds I, dont on est opérateur avec INCO et l'ADASI et dont la Banque des Territoires ici présente est un des acteurs fondateurs.
et du FSE. Donc, c'est tout un panel de leviers d'action qui nous permettent de travailler étroitement l'accompagnement au changement d'échelle des structures d'utilité sociale. Et du coup, je vais passer la parole à Christophe Jonter. Donc, je le disais, à la fois, c'est le partenaire historique et stratégique de la VISE, mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'il est présent, un des acteurs majeurs, du coup, en termes de mission, de l'appui au changement d'échelle des structures de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, il nous semble très intéressant de pouvoir l'entendre aujourd'hui globalement sur ces enjeux de changement d'échelle selon la Banque des Territoires et les différentes actions que peut mener la Banque des Territoires sur le sujet. Donc, je lui passe avec grand plaisir, bonjour Christophe, la parole pour la suite de ce très court webinaire. Merci beaucoup Cécile, bonjour à tous. Je remercie la VISE, un partenaire de longue date, comme tu l'as rappelé, de la Banque des Territoires. Je suis ravi d'être avec vous. Et une fois de plus, merci de nous donner l'occasion de faire passer quelques messages sans aucune prétention, mais sur la base de notre expérience. Un rapide mot sur la Banque des Territoires, comme tu l'as fait sur la VISE pour tout le monde. La Banque des Territoires, c'est une filiale du groupe Caisse des Dépôts. Caisse des Dépôts qui a été créée il y a maintenant 205 ans. La Banque des Territoires est plus récente, elle a été créée il y a 3 ans, mais sur la base d'activités qui étaient déjà en place. On a simplement créé une banque unifiée sur l'ensemble de notre offre, qu'elle soit investisseur ou prêteur de long terme. Donc, on intervient dans de nombreux secteurs. Je rappelle que le groupe Caisse des Dépôts finance 26 milliards sur les 100 milliards du plan de relance annoncé par le gouvernement. Et puis, nous sommes un acteur historique de l'ESS depuis maintenant plus de 30 ans. Notre objectif étant vraiment notre obsession, j'allais dire, de réduire les inégalités sociales et territoriales. Donc, au-delà du financement qu'on peut apporter sur les projets, que ce soit en investisseur ou en prêteur, on est également très présent en ingénierie, et c'est une des raisons pour lesquelles on est un partenaire fidèle de la VISE, ingénierie, accompagnement amont, et notamment sur les territoires à enjeu, qu'on qualifie d'enjeux territoriaux, sur des programmes comme les quartiers politiques de la ville, les programmes Cœur de ville, Petite ville de demain, ou encore les territoires d'industrie, bien sûr les zones rurales. Alors sur le changement d'échelle, pour nous c'est un gros enjeu pour tout projet entrepreneurial. J'allais dire à partir du moment, bien sûr, où il a réussi sa POC, sa preuve de concept. Sinon, on parle d'amorçage, on parle pas de changement d'échelle. Et pour cette phase d'amorçage, les incubateurs territoriaux, les incubateurs ESS étant de plus en plus nombreux sur le territoire, on a de plus en plus d'outils justement pour faire émerger ces entreprises de l'ESS qui ensuite, à un moment donné, vont avoir besoin de changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, en fait, je pense que ce ne sont pas les porteurs de projets qui me contrediront, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque et l'entreprise doit être prête à le prendre. Elle doit accepter de le prendre parce que, j'allais dire, on va changer d'échelle, on va passer dans un autre registre. Ça va nécessiter souvent des investissements supplémentaires. Il va falloir faire évoluer son offre. J'ai pas dit changer son offre, mais la faire évoluer. Souvent renforcer son plan d'action commercial ou marketing. Et puis très souvent aussi ajuster son organisation en lien avec le projet de développement. Parce que si je prends un exemple, une entreprise qui gère un site et qui va vouloir essaimer son modèle, va devoir ajuster son organisation parce que gérer un site, c'est pas la même chose que gérer plusieurs sites. Il y aura aussi une prise de risque, ou en tout cas quelque chose à faire avec attention, c'est recruter de nouveaux profils. Quand on veut changer d'échelle, quand on veut mettre en œuvre son projet de développement, on va souvent devoir s'entourer de profils, d'expertise qui ne seront pas les mêmes que celles qu'on avait mobilisées jusqu'à présent, en tout cas pour le début du projet. Ce que je constate aussi, ce qu'on constate à la Banque des Territoires, c'est qu'il est aussi primordial de se faire accompagner. Un changement d'échelle, ça nécessite un gros travail de préparation et l'entreprise, comme je le disais, doit accepter de
être bien consciente de cette prise de risque, et je ne suis pas en train de faire peur à qui que ce soit, mais elle doit savoir s'entourer. Elle doit savoir s'entourer pour tout simplement éviter de retomber dans des pièges qui ont déjà été vus. Et là, je reboucle, bien sûr, les acteurs comme l'Avise sont essentiels pour pouvoir capitaliser sur justement les expériences passées. Et puis, on a d'autres partenaires, bien sûr, à l'image de France Active ou encore du fonds I, dont je vais dire quelques mots rapidement dans quelques instants. Et puis, quand on change d'échelle, on va chercher des financements. On va chercher des financements, donc on doit attirer des investisseurs et on doit les rassurer. Et là, ça reboucle un petit peu sur la prise de risque, c'est est-ce que j'ai mis en place une bonne équipe de management? Est-ce que j'ai les expertises clés au bon endroit? Est-ce que mon organisation en place, elle va être à même de tenir la trajectoire de développement? Est-ce que mon modèle économique, il a bien été éprouvé par un POC qui a montré la robustesse de ce modèle? J'allais dire inutile aussi d'avoir un BP hyper optimiste. Il vaut mieux avoir un BP réaliste, j'allais dire conservateur, qui montre une trajectoire de croissance progressive, parce que les investisseurs, de toute façon, vont faire ce travail de test sur l'élasticité du BP et vérifier qu'en cas d'aléa, le BP résistera bien. Et puis peut-être une dernière chose, c'est que quand on change d'échelle, quand on va chercher des financements, quand on accepte de faire rentrer un ou plusieurs investisseurs dans le tour de table, ça veut dire que sur la gouvernance, les fondateurs ne sont plus seuls, a priori, à décider, surtout si on parle de fonds propres, et que ces fondateurs, c'est un enjeu culturel, devront partager les prises de décisions stratégiques à venir. Donc, il faut aussi être prêt à faire rentrer des investisseurs et à partager cette gouvernance. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de questions à se poser. Une fois de plus, ça nécessite un travail de préparation, mais c'est la suite logique de toute aventure entrepreneuriale qui souhaite changer d'échelle. Parce que si elle change d'échelle, elle va accroître son impact social, territorial, et elle ne va plus se cantonner à un seul territoire. Donc on fait ça, nous, on ne fait pas ça tout seul, comme je l'ai dit, hein. On fait ça notamment avec nos fonds d'investissement à impact. Je pourrais citer Noves, qu'on avait créé en 2016, et qui est justement là pour accompagner les entreprises dans leur changement d'échelle. On fait ça aussi en direct, bien sûr. Je donnerai 2-3 exemples tout à l'heure, très rapidement. Et puis, le fonds I que j'évoquais tout à l'heure, qui est une initiative qu'on a mis en place. Alors, le fonds I, le I veut dire plusieurs choses. C'est un fonds d'ingénierie, innovation, impact. On peut y trouver pas mal d'explications. On a fait ça avec la JEBVA, donc le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, la fondation AG2R, la mondiale, fondation Carasso, Caritas, le Rameau, et puis on s'est entouré de partenaires pour animer le dispositif, pour réfléchir à sa mise en place avec l'AVIS, avec la DASI, et puis INCO et le cabinet Ezalen. Ce fonds I, en fait, on a voulu mettre en place un dispositif qui était assez original par rapport à ce qu'on peut constater sur le marché. Il démarre son accompagnement avec une première phase de diagnostic global de la situation de l'entreprise pour qualifier ses besoins pour ce changement d'échelle. Et ensuite, après cette phase de diagnostic global, on construit le parcours d'accompagnement pour l'entreprise. Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment un parcours d'accompagnement sur mesure. On va choisir les bons experts par rapport aux besoins qui auront été identifiés dans le diagnostic et on va mélanger plein de missions au sein de cette mission d'accompagnement. On va mettre en avant, enfin, on va conseiller l'entreprise sur la stratégie, sur sa modélisation financière, potentiellement sur son évolution statutaire, et ça ne sera qu'une seule mission d'accompagnement. Vous voyez, le caractère original de ce qu'on a voulu mettre en place, c'est que on ne va pas voir passer plusieurs cabinets de conseil qui vont chacun apporter leur expertise, mais ça sera une seule mission d'accompagnement qui accompagnera l'entreprise sur l'ensemble de ses besoins pour lui permettre de changer d'échelle.
Alors, il y a certaines conditions pour rentrer dans ce parcours d'accompagnement. Il faut que l'utilité sociale, bien sûr, soit avérée. On parle bien d'un projet ESS avec une vraie utilité sociale. Il faudrait que l'entreprise ait au moins 3 ans d'existence et qu'elle génère soit 500 000 euros à minima de produits d'exploitation, soit qu'elle ait déjà 5 ETP dans ses effectifs. Qu'elle soit en fait prête, qu'elle ait, donc comme je le disais tout à l'heure, passé cette phase d'époque et qu'elle soit prête à opérer son changement d'échelle. Donc, on a déjà 7 projets qui sont entrés dans le dispositif. Hein, je ne vais pas tous les citer, mais notamment Cocagne, WeMove, Solicycle. Et puis, l'objectif de ce fonds d'ingénierie, quelque part, c'est d'accompagner 30 à 50 projets par an. Donc, vous voyez, l'ambition est assez vaste et on a déjà identifié 270 projets annuels qui pouvaient rentrer dans la cible de ce fonds I. Alors, pour finir, puisque je sais que le temps est compté, quelques exemples de sociétés qu'on a accompagnées dans leur changement d'échelle. Je peux citer les 3 colonnes, qui est une SIC ESUS qui a été créée en 2013. C'est un viager solidaire pour les personnes âgées qui veulent recréer la maison de retraite à domicile. Viager solidaire, donc avec cette SIC qui apporte des liquidités aux personnes âgées, c'est le principe du viager, mais qui aussi agrée des prestataires de services qui vont faire en sorte que la personne âgée reste le plus longtemps possible chez elle. Et là, on s'éloigne un peu du viager classique. On est vraiment sur le viager solidaire. Et on a accompagné l'essaimage de cette SIC, puisqu'elle était présente à Lyon initialement, et qu'aujourd'hui, elle se déploie dans de nombreuses régions en France. Je pourrais citer aussi La Ruche, qui est un réseau national d'incubateurs et d'espaces de travail collaboratifs, qui est dédié aux entrepreneurs sociaux. Idem. En fait, La Ruche avait son autofinancement ne suffisait pas à lui permettre ce changement d'échelle. Elle voulait numériser son incubation, puisqu'on parle bien d'incubation, et mettre des contenus accessibles à distance via une plateforme, créer des communautés entre les différents entrepreneurs. Et ça a été, j'allais dire, bien vu de leur part, puisque l'année 2020, avec tous les confinements qu'il y a eu, grâce à cette plateforme, La Ruche a pu poursuivre son activité. Voilà. La maison de Blandine, c'est un autre exemple d'entreprise qu'on accompagne dans son changement d'échelle. Envie, autonomie sur la collecte et le tri d'aides techniques, c'en est également un autre. Alors, un dernier petit mot pour finir sur les enjeux de la coopération, puisque c'est le thème de ce 3e webinaire du jour sur le changement d'échelle. Pour nous, il y a un double enjeu de coopération. Il y a un enjeu de coopération entre les entreprises, les structures de l'ESS et les grands groupes et les investisseurs qui vont permettre de réaliser ce changement d'échelle. Et puis, il y a un autre enjeu de coopération qui est celui entre les structures de l'ESS elles-mêmes. Typiquement, si je prends un exemple dans l'économie circulaire, Moulineau, l'entreprise Moulineau, hein, que je pense que tout le monde connaît, travaille avec Lemon Tree, travaille avec Baluchon, travaille avec les marmites volantes. Et ce travail de coopération entre ces structures permet de faire écosystème, de capitaliser sur les bonnes pratiques, de développer des synergies pour mieux développer finalement les activités des uns et des autres. Donc cette coopération entre acteurs de l'ESS, elle est importante. Et nous-mêmes, à la Banque des Territoires, on veut essayer de développer ces synergies parce qu'on commence à avoir pas mal d'entreprises de l'ESS dans notre portefeuille. Et on souhaite, là, on est en train de réfléchir à organiser des rencontres entre les dirigeants des entreprises de l'ESS de notre portefeuille, qui grossit chaque année, puisqu'on continue à investir. On a aujourd'hui près d'une centaine d'entreprises de l'ESS dans notre portefeuille. Et on est, j'allais dire convaincu, on va voir, mais je pense que ces dirigeants auront beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à partager, et permettront justement de développer des synergies, de créer des passerelles entre leurs activités au bénéfice d'elles-mêmes pour commencer. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Et à nouveau, merci pour votre attention. Cécile, je te repasse la parole.
Je vais me permettre de la prendre. repasser à Marielle. Merci. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Janter. Je me permets, il y a juste une petite question qui est arrivée pour vous. Du coup, on nous demande la différence entre les programmes d'accompagnement, La France s'engage, French Impact, PINS, et le fonds I, justement. Quelle serait la différence? Et est-ce que le fonds propose seulement un accompagnement ou bien également de la participation en fonds propres? Alors, c'est uniquement de l'accompagnement. Il n'y a pas d'investissement dans ce fonds I. C'est vraiment, comme je le disais, on a essayé d'avoir ce dispositif innovant pour finalement apporter des conseils à des entreprises qui changent, qui souhaitent changer d'échelle, mais en agrégeant des expertises sur un seul parcours d'accompagnement. Et donc, ça commence par un diagnostic global et ensuite on co-construit ce parcours d'accompagnement. On parle uniquement de conseils, on ne parle pas du tout d'investissement, mais bien sûr, la Banque des Territoires se tiendra prête après cette mission d'accompagnement pour instruire le dossier d'investissement, puisque, a priori, tous les ingrédients auront été donnés à l'entreprise pour qu'elle réussisse son changement d'échelle. Quand je dis Banque des Territoires en investisseur, avec bien sûr ses partenaires, puisqu'on est toujours co-investisseur. Sur votre première question concernant la Fondation France s'engage ou encore French Impact, c'est encore autre chose que le fonds I. Là, on est vraiment sur des dispositifs qui permettent de mettre en relation les porteurs de projets et les investisseurs. Typiquement, le French Impact organise des conférences des financeurs auxquelles la Banque des Territoires participe. Et quand on est vraiment sur nos thématiques d'intervention, on fait nous-mêmes, j'allais dire, les speed dating avec les porteurs de projets pour voir s'il n'y a pas un projet dans lequel on pourrait investir. Donc, ça vient renforcer notre sourcing. Et puis, la Fondation France s'engage, ça, c'est des concours, en fait. Là, on parle de concours national. Donc, bien souvent, on est dans le jury. Et puis, bien sûr, on regarde, pour enrichir notre sourcing, on va évidemment regarder les lauréats qui sortiront de ce concours. Je cite la France s'engage, mais il y en a d'autres. Hein. Et c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on est au cœur d'entreprises qui portent une utilité sociale. Et après, il faut voir où en est l'entreprise par rapport à son stade de développement. Fondation France s'engage, ça peut être des entreprises qui sont encore sur un stade très amont de leur développement. On sera peut-être plus sur l'amorçage que le changement d'échelle. Et auquel cas, si on est sur l'amorçage, on se tournera vers peut-être des partenaires comme Make Sense Seed1 ou France Active, hein, qui est aussi un fonds d'amorçage. Mais voilà, tout s'articule. Il n'y a pas vraiment de redondance. On essaie que ce soit complémentaire. Mais voilà, il y a des concours, il y a des missions d'accompagnement à l'image du fonds I, tout ce que fait la VISE, bien sûr. Et puis après, il y a l'investissement. Tout ça, on essaie de le séquencer pour pour qu'on puisse être présent le plus possible. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Je me suis permise de la poser, poser cette question puisqu'elle vient d'arriver. Il y en a quelques autres dans l'outil questions et réponses, mais je propose qu'on enchaîne. Mais n'hésitez pas, Monsieur Lanter, si vous voulez répondre par écrit aussi dans l'outil questions et réponses. Okay. Merci pour cette introduction. Du coup, prochain temps fort, du coup, c'est le décryptage, comme à chaque webinaire, donc décryptage théorique. Et après, on passera à une partie plus pratique avec un témoignage. Mais tout d'abord, comme les dernières fois pour celles et ceux qui étaient déjà là, on vous propose de faire connaissance et donc de savoir un peu qui vous êtes, donc quel type de profil vous avez et qu'est-ce que la coopération pour vous. Donc, je vais lancer un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Je le lance tout de suite. Normalement, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et je vous invite à répondre. Oublié de cliquer sur envoyer à la fin. Donc, 2 questions. Premièrement, qui êtes-vous? Donc, est-ce que vous êtes porteur de projet de l'ESS, entrepreneur, salarié, professionnel, tête de réseau, etc. Et deuxième question, eh bien, qu'est-ce que c'est que la coopération pour vous? On vous a posé la question à chaque fois. Est-ce que c'est une interrogation, même si vous comprenez bien sûr le mot, puisque là, c'est plus transparent que SMH ou d'autres mots comme ça. Est-ce que c'est votre stade de développement actuel? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez partager? Voilà, les réponses commencent à affluer. Vous êtes déjà 50% à avoir répondu. On se laisse encore 15 secondes. Allez, 65%. Et bien sûr, j'afficherai les résultats ensuite. Comme ça, on peut savoir un peu
qui est en présence. 75%. Allez, plus que 3 secondes. 1, 2, 3 et je mets fin au sondage. Voilà, et du coup, je vais partager les résultats. Vous pouvez les voir qui s'affichent à l'écran. Donc, majoritairement, vous êtes des professionnels de l'accompagnement et ou du financement, donc à 48%. Et ensuite, à 18%, vous êtes salarié ou bénévole d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, entrepreneur ou entrepreneur social ou dirigeant d'une structure ESS. Et à la deuxième question, donc, pour la plupart, donc 30%, c'est votre stade de développement actuel, ou peut-être une stratégie que vous mettez en œuvre. Et à 22%, un sujet passionnant que vous maîtrisez ou un grand point d'interrogation. 20 et 20%. Super, très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, petit sommaire de ce décryptage. Je vais refaire un petit rappel de ce qu'on s'est dit sur le changement d'échelle, juste pour qu'on se remette dans le contexte, peut-être aussi pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et ensuite, je passerai la parole à Diane, ma collègue, sur vraiment la coopération en tant que telle. Alors, premier rappel, et c'est toujours important, on commence toujours par cette question, pourquoi est-ce qu'on change d'échelle ? Donc, comme l'a dit déjà Cécile dans son mot d'accueil, le changement d'échelle, en tout cas, nous, on le définit comme un processus par lequel la structure elle va chercher à maximiser son impact social. Et donc, vous voyez bien cette définition, il y a maximiser et impact social. Alors, on essaie de le décrypter un peu avec vous. Donc, impact social, ce n'est pas uniquement le social dans le mot, mais bien les dimensions sociétales, politiques, citoyennes, territoriales, il y a environnementales, bien sûr. Il y a tous ces aspects-là que comporte le mot impact social. Et là, à l'écran, vous avez des exemples de structures qui vont qualifier leur impact social de manière différente. Ça peut être en nombre de ménages logés, ça peut être en nombre de déchets collectés, en nombre de personnes accompagnées. Voilà, c'est un terme qui va qualifier différents types d'impact social. Et l'autre mot, c'est maximiser. Comme on l'avait dit durant le webinaire d'introduction, il y a différentes manières de maximiser. Ça peut être en termes d'impact. On va chercher à avoir plus d'impact sur les mêmes bénéficiaires qu'on touche déjà. Ou alors, on va chercher à toucher de nouveaux bénéficiaires, mais en restant sur son territoire, mais juste peut-être de nouveaux types de bénéficiaires. Donc, par exemple, si on s'adresse qu'aux personnes âgées, on va réfléchir à d'autres classes d'âge ou peut-être particulièrement des femmes, etc. Et dernière manière aussi de maximiser, ça peut être de chercher de nouveaux bénéficiaires sur de nouveaux territoires. Et ça, on en a parlé le dernier webinaire, puisqu'on parlait de la duplication ou la fertilisation, où là, on va chercher vraiment à aller sur un nouveau territoire. Et du coup, donc maintenant qu'on a répondu à cette question, le pourquoi, vraiment, on cherche à se poser la question pourquoi on va changer d'échelle, comment on change d'échelle. Je reviens sur notre schéma avec nos 5 stratégies qu'on avait identifiées. Donc là, aujourd'hui, on va parler des stratégies de coopération. Donc, c'est une des stratégies collectives. Voilà, il y a différentes sous-stratégies et on va le voir tout à l'heure avec Diane. Petit rappel aussi, on vous avait dit, certaines stratégies peuvent répondre à différents contextes, donc différents contextes économiques. Voilà, là, vous voyez au niveau de la coopération, on est sur différents contextes. Ça peut être un contexte où on a un modèle économique qui va peut-être être un peu fragile. On va chercher à optimiser à la fois l'impact social et aussi mes activités en se rapprochant d'autres structures pour faire mieux ensemble. On va peut-être aussi chercher à améliorer son impact, à l'augmenter quand on est dans un contexte économique plus stable. Et là, voilà, on va faire à nouveau ensemble pour s'appuyer sur les compétences de chacun. Mais je n'en dis pas plus. Voilà pour ce petit rappel et je passe la parole à Diane pour vraiment rentrer dans le dur de qu'est-ce que c'est que la coopération. Oui, donc la coopération, tout comme les autres stratégies de changement d'échelle, c'est un processus complexe qui recoupe différentes réalités. Déjà, d'abord, au niveau du lexique, il existe différentes manières de parler de la coopération, puisqu'on peut utiliser aussi les termes de rapprochement ou d'alliance entre différentes structures. Et ensuite, au niveau des approches, on a différentes approches possibles pour envisager la coopération. Et une approche possible parmi d'autres pour conceptualiser la coopération, c'est de mettre en avant
son caractère graduel, comme on le voit par exemple sur ce schéma, qui provient du guide pratique de la coopération économique en économie sociale et solidaire par la CRES Centre-Val de Loire et Initiative et Cité. Donc ici, c'est une conception qui propose un processus en 5 étapes: se connaître, se parler, échanger, travailler ensemble, mutualiser, monter un projet et enfin coopérer. Donc c'est, voilà, comme on l'a dit, c'est une des manières d'envisager la coopération. Il en existe d'autres, il y a de nombreux autres acteurs qui travaillent sur ce sujet, la VISE et aussi d'autres acteurs comme par exemple France Active ou Le Rameau, comme on va le voir juste après. Et donc, effectivement, dans le guide de la VISE, on propose une autre conceptualisation de la coopération qui est un focus sur 3 manières différentes de coopérer. Donc, c'est une conceptualisation différente de celle vue juste avant parce qu'elle n'aborde pas la coopération par l'angle de la gradation ou de la chronologie. On est vraiment dans le fait de se concentrer sur 3 stratégies spécifiques qui sont la coopération simple, la coopération stratégique et la coopération renforcée. La coopération simple ou aussi mutualisation, c'est le fait de mettre en commun des ressources qui peuvent être de différents types, qui peuvent être des locaux, qui peuvent être du matériel ou des choses beaucoup plus immatérielles comme des compétences, des connaissances ou encore des emplois. La mutualisation peut se faire de manière limitée dans le temps ou de manière pérenne. Et dans ce cadre, chaque structure va continuer son activité ou son métier. Dans la coopération stratégique ou coordination, les partenaires, les acteurs vont développer ensemble une offre territoriale coordonnée. Donc là aussi, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être le fait de développer un projet commun, ça peut être le fait de répondre ensemble à un appel d'offres en co-traitance. Ça peut prendre différentes formes, et là encore, c'est aussi soit limité dans le temps, soit pérenne. Et là aussi, chaque structure va continuer son activité ou son métier. Et enfin, la coopération renforcée ou co-création. Donc ici, les structures, les partenaires vont créer ensemble une réponse innovante à un besoin social. Et là aussi, ça peut prendre différentes formes, donc qui peuvent être par exemple la création d'un produit ou d'un dispositif commun, ou aller jusqu'à la co-création d'une entreprise sociale, ce qu'on appelle joint venture sociale. Et ici, les structures vont vraiment capitaliser sur la complémentarité de leur métier. Et ce qui ressort de ces différentes façons de coopérer, c'est un ensemble d'avantages, de points de vigilance et de bonnes pratiques. Sur les avantages de la coopération, alors tout d'abord, elle permet de faire baisser les coûts individuels d'un projet ou en mutualisant, comme on l'a vu. Elle permet aussi d'augmenter la performance sociale et économique de chacun des partenaires. Et elle permet aussi, c'est un vrai levier pour la montée en compétences de chacun des partenaires. En point de vigilance, il faut être bien conscient que c'est une démarche longue, donc ça fait écho aussi à ce qu'on a vu dans la conceptualisation qui mettait en avant les 5 étapes. On voit bien qu'il faut commencer par se parler, par échanger, avant de pouvoir aller plus loin. Donc, il y a vraiment une confiance qui se bâtit progressivement, donc c'est nécessairement une démarche qui prend du temps. Et ça découle aussi de ce qu'on vient de dire, ça met en jeu des enjeux relationnels et organisationnels complexes. Donc, comment réussir? Quelques conseils. Alors, tout d'abord, ce qui est très important, c'est de définir sa stratégie de coopération. En premier lieu, en interne, donc savoir pourquoi on veut coopérer, à quel niveau, avec qui, avec quel type d'acteur. Et ensuite, définir sa stratégie collectivement, donc avec le ou les partenaires coopérateurs. Une des façons de faire cela, c'est de formaliser un document de référence qui va formaliser l'engagement des parties et la répartition des rôles. Autre conseil, être vigilant à animer, à mettre en œuvre une animation de la coopération, suivre les avancées et à capitaliser sur ce qui a été réussi. Travailler en transparence, donc toujours communiquer avec son partenaire, être attentif à communiquer sur ses besoins, ses difficultés, ses attentes. Et enfin, anticiper d'éventuels échecs et toujours prévoir un système d'évaluation pour identifier les écarts et pouvoir ajuster sa stratégie et toujours s'améliorer. Voilà, je conclue ici pour cet aperçu sur la coopération.
Merci Diane. Et du coup, comme d'habitude, un petit rappel des ressources que vous pourrez trouver pour vous accompagner. Du coup, premièrement, bien sûr, le guide dont on parle à chaque fois. Vous trouverez les éléments qu'a présenté Diane, ainsi qu'un certain nombre d'exemples sur ces différentes stratégies. Vous trouverez ce guide en téléchargement ou que vous pouvez également commander en version papier. Et on vous enverra le lien dans le support. Par ailleurs, vous retrouverez plusieurs recommandations d'outils et de dispositifs généraux sur le soutien au changement d'échelle dans le tout premier webinaire. Donc, on vous rappelle qu'il y a un replay qui est mis en ligne, donc n'hésitez pas à consulter ce webinaire où on parlait plus largement de tous les outils et dispositifs. Et enfin, les outils vraiment spécifiques sur la coopération. Il y en a plusieurs, comme le disait Diane, donc qu'on appelle ça effectivement alliance, coopération, rapprochement, etc. Il y a vraiment beaucoup de littérature. On a essayé de vous en mettre quelques-unes. Forcément, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, on vous laisse avec ça. Il y aura tous les liens dans le support qui vous sera transmis. Et maintenant, sans plus attendre, on passe à une partie pratique et illustrative de ce qu'on vient de dire de manière théorique, avec un témoignage de Stéphanie Mabilot, qui est directrice de projet pour le groupe 3R, à qui on va poser quelques questions, et ensuite passer un temps de questions-réponses avec vous, participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil questions et réponses. Bonjour Stéphanie. Bonjour à Merci tous. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va d'abord vous demander de nous expliquer un peu quelle a été la genèse du projet du groupe 3R. Alors, en effet, donc le groupe 3R, peut-être pour rappeler les initiales, 3R, c'est pour réemploi, réutilisation, réparation. C'est vraiment sur ce champ d'activité qu'on se positionne. La genèse, en fait, c'est plusieurs structures de réemploi qui sont confrontées à l'arrêt des contrats aidés en fait, en 2017, qui a fragilisé leur modèle économique. Ces acteurs de réemploi interviennent sur le territoire de Nantes Métropole, c'est défini au niveau du périmètre. Donc, fin des contrats aidés, et en parallèle, il y avait toute une démarche avec Nantes Métropole et les Écosoli, qui est un acteur assez incontournable au niveau de la région nantaise, qui fédère tout un réseau d'acteurs de l'ESS, qui, dans le cadre de la feuille de route de l'ESS de la métropole, avait 4 axes de travail, dont l'axe sur le réemploi et les ressources. Donc, c'est sous l'impulsion des Écosoli qu'il y a eu ce regroupement d'acteurs, en fait, qui a rencontré des difficultés et qui, collectivement, ont interpellé la métropole et ont appris à se rencontrer. C'est ce que vous mettiez. Je me reconnais tout à fait dans la présentation des différentes étapes de la coopération d'acteurs. Donc, 2017, première étape de rencontre et de mise à plat en fait, des modèles économiques de chaque structure pour se dire à un moment comment on peut dépasser cet aspect-là. Et puis, présence de la collectivité locale avec la mise en place en fait, d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement sur les modèles économiques de ces structures, pour voir comment la métropole, pour avoir un regard sur l'activité des structures et puis de voir un accompagnement un peu plus ciblé. Donc, dès là, en 2018, à l'époque, il n'y avait que 10 structures dans le cadre de 3R. Et à l'issue de ce délai-là, il y a eu 4 activités qui ont été relevées, qui coûtaient cher et qui nécessitaient un investissement. En fait, c'est l'activité collecte sur les déchetteries notamment, l'activité tri des objets, et puis l'autre partie, c'est la distribution, en fait, de pouvoir équiper l'ensemble du territoire en point de vente, de distribution. Donc voilà, la jeunesse est vraiment un point de départ économique, mais aussi environnemental, puisque dans le cadre de la feuille de route de Nantes Métropole, il y avait une ambition de mailler le territoire et de faire une vraie filière de réemploi, donc, avec le regroupement d'acteurs notamment. Merci Stéphanie. Alors là, on a quelques Oui. illustrations des différents acteurs. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez peut-être juste dire à l'oral le nom de chacun de ces acteurs, juste Oui. leur nom?
Voilà, tout à fait. Il y a 11 structures avec des activités de recyclerie spécialisées comme supporters, mais aussi des recycleries, ressourceries grand public, hein, enfin, sur du produit généraliste comme la ressourcerie de Lille. On a la boîte à récup, on a… alors, attendez, il y a de la boîte à récup, j'ai un petit trou. On a la boîte à récup, station-service qui est sur deux champs d'activité, les matériaux comme on peut le voir, mais aussi de l'objet grand public. On a 2 grandes entreprises d'insertion que sont Envie et Le Relais. L'Homme debout qui est un chantier d'insertion, et puis on a 3 structures qui interviennent plutôt sur les quartiers, que sont l'atelier de bricolage des Dervalières, qui a une boutique au niveau d'un quartier politique de la ville, Environnement solidaire et Océan, qui intervient plutôt sur l'aspect collecte d'encombrants et redistribution auprès des particuliers. Voilà, donc une diversité assez intéressante au niveau des acteurs, et l'enjeu, un des enjeux, c'est d'avoir un objectif commun et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc, voilà. Le projet 3R en tant que tel, c'est changer d'échelle la filière de réemploi, et avec 2 grands objectifs, c'est stabiliser cette filière et déployer un modèle de la filière réemploi. Alors comment? Alors en fait, ce schéma résume assez bien l'ambition de ce projet. C'est d'abord de développer la collecte, et développer la collecte préservant. Donc c'est au niveau des déchetteries, comme on peut le voir là sur le schéma à gauche, en développant les espaces de dons sur déchetterie. Donc, initialement, c'était les recycleries qui faisaient des permanences sur les déchetteries. Et puis, suite à 2017, l'arrêt des contrats aidés, aussi à une volonté de la métropole de passer en marché public cette prestation, il y a eu des installations en fait, de conteneurs réemploi sur déchetterie, avec la mise en place d'agents valoristes, et la passation en fait, de marché public pour la collecte de ces objets de réemploi sur déchetterie vers 2 recycleries. Donc là, ça a été une première étape de changement d'échelle et de structuration du réseau. Donc pour cela, c'est Envie qui a obtenu le marché réservé pour la collecte des objets vers les recycleries, pour le collectif 3R, déchetterie et éco-points, comme vous pouvez le voir. Les éco-points, c'est des mini-déchetteries, en fait, plutôt en centre-ville. Donc, première étape, ce passage en marché public. Nous, notre point actuel de lobbying, on va dire, c'est de faire en sorte que les agents valoristes, aujourd'hui, ils font partie de l'effectif de prestataires de déchetterie. Demain, on aimerait que ça soit plutôt, ça fasse partie de la filière intégrée du réemploi, et qu'ils soient plutôt, qu'ils dépendent plutôt du groupe 3R, que ce soit des personnes qui soient au contact vraiment de la structure de réemploi, puisque c'est une vraie compétence. À terme, dans le changement d'échelle, c'est que ce qui est collecté sur les déchetteries aille sur un centre de préparation au réemploi, comme c'est indiqué, où là, on passe dans le changement d'échelle, puisqu'on va être sur un outil industriel qui va trier, faire des lots qui seront après redistribués à un réseau de distribution, redistribués auprès de structures existantes, donc dans le cadre du groupe 3R, mais également de nouvelles boutiques de distribution, puisque l'un des objectifs, c'est de mailler le territoire et de disposer d'une boutique et d'un comptoir de dons. Alors qu'on emploie comptoir de dons, c'est un espace de dépôt d'objets à réemployer, boutique et comptoir de dons par commune et par quartier, avec un enjeu également de détournement en fait, d'objets, de multiplier par 4 le tonnage récupéré. Ça, on s'est basé sur une caractérisation des objets qui avaient lieu en 2016 sur les déchetteries, pour voir le potentiel de développement. Et dans ce potentiel, on pourrait arriver à 2000 tonnes en fait, d'objets détournés. Aujourd'hui, il y a 2 ans, on était à 500 tonnes. Aujourd'hui, on est à 90 tonnes pratiquement. Donc, il y a le contexte sanitaire qui est là aussi. Mais on va voir l'évolution et
Et là, on est en train de faire le modèle économique en fait, de ce centre. D'avoir un équipement industriel qui soit un équipement de la métropole. Nous, on aimerait bien que cet équipement il soit porté par la métropole et après mis en gestion au niveau des acteurs. Et bien sûr, l'objectif de tout ça, un des objectifs, c'est aussi de pérenniser, de créer des emplois pour l'ensemble des acteurs. Juste un petit rappel, c'est que le collectif 3R regroupe des structures qui sont en activité, qui ont une activité économique. Avec des salariés ou aussi des bénévoles, des services civiques, mais en tout cas, c'est une activité salariée. Pour l'instant, on ne regroupe pas toutes les initiatives citoyennes qu'ils peuvent avoir et qui participent au développement du réemploi. Merci Stéphanie, c'est très clair sur la genèse du projet. Alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais peut-être en quelques mots pour le rappeler, pour que ce soit bien clair. Pourquoi est-ce que ces différents acteurs ont choisi de coopérer? Pour plusieurs raisons. Donc, comme je vous le disais, il y avait l'aspect économique avec l'arrêt des contrats aidés. Et puis également, ce qui est toujours intéressant entre acteurs, c'est d'échanger, comme vous le mettiez, échanger sur les pratiques, puisqu'on constate qu'avant même que moi j'arrive, la mission existe, ces acteurs collaboraient déjà au niveau du territoire. Donc c'est de se regrouper, d'apprendre à se connaître, de porter ensemble un message auprès de la collectivité locale. Et c'était aussi une demande de la collectivité locale aussi d'avoir une structuration des acteurs pour avoir aussi un seul interlocuteur et pouvoir travailler ensemble justement sur le modèle économique, puisque au-delà du changement d'échelle, un des enjeux, c'est aujourd'hui aussi aujourd'hui, les structures reçoivent des subventions de la métropole pour des actions, bien évidemment. Demain, l'idée du collectif, c'est de passer sous forme de prestation en se disant les acteurs du territoire fournissent un service de détournement des objets, de dynamisation aussi du territoire. Ce n'est pas que l'aspect de détournement de tonnage pour du réemploi, c'est qu'il y a une vraie activité sociale en fait sur le terrain. Ça permet de créer de l'emploi, mais ça permet aussi de créer du lien au niveau du territoire, de faire de la sensibilisation. Donc, c'était aussi d'avoir une reconnaissance en fait des métiers du collectif et puis de changer d'échelle, parce que si on veut répondre aux grands enjeux de la loi économie circulaire, aux enjeux de terrain, il faut aussi pouvoir apporter des réponses en fait collectives. Et alors, en quelques mots, quels ont été les facteurs clés de succès de cette démarche de coopération pour développer la filière du réemploi à Nantes? Alors, les facteurs clés. Alors moi, ça fait 1 an que je suis arrivée, donc j'ai pris le projet en route, mais ce qui est important, je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est l'impulsion des écosoliques a été importante, en fait, de regrouper déjà ces acteurs qui, au début, se connaissaient, mais ne travaillaient pas forcément ensemble. Donc, il y a cette impulsion, à un moment, d'animer un collectif. Après, c'est également la volonté de travailler ensemble. On est aussi sur une politique publique qui souhaite mettre autour de la table un ensemble d'acteurs. Et puis d'avoir des enjeux communs en fait, sur le développement du réemploi, mais aussi économiquement de pouvoir s'y retrouver et de porter une vraie filière en fait du réemploi comme on a aujourd'hui une filière de recyclage sur Nantes, quoi. Donc à un moment, c'est reconnaître aussi nos activités. Ce qui a été important dans les facteurs clés de succès, c'est de faire quelque chose ensemble en fait, parce qu'on peut vite rester à un niveau stratosphérique et de se dire à un moment, il faut aussi qu'on fasse ensemble. Et ça, un des premiers points, ça a été de construire une formation agent valoriste qui soit vraiment adaptée aux acteurs de réemploi pour former les acteurs et que ça soit une démarche quand quelqu'un arrive dans une structure de réemploi, qu'elle puisse accéder à cette formation agent valoriste qui permet de balayer l'ensemble des fonctions valoristes. Très clair sur ces facteurs clés de succès. Et pour compléter, quels seraient les points de vigilance d'une démarche de coopération? Alors oui, les points de vigilance. Donc, il y en a plusieurs en fait, parce qu'on est
dans un collectif d'acteurs qui ont des fonctionnements différents. Donc, il y a une fonction animation qui est très importante. Faire valider régulièrement les avancées en fait du collectif. Nous, un point d'étape qui a été important, c'est en début d'année, on s'est constitué en association parce que jusque-là, c'était un collectif en fait d'acteurs qui se réunissaient, qui avaient justement le changement d'échelle, le schéma que j'ai pu vous montrer. Mais à un moment, il faut aussi des étapes de validation en se disant qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc là, pour moi, il y a eu un gros point d'étape, ça a été la constitution d'associations, en association, loi 1901, avec de se rappeler les objectifs, c'est de fédérer un réseau, c'est aussi de travailler sur des outils, se professionnaliser. Avec, dans cette association, on a pu élire un bureau représentatif du collectif et de se dire, on fera un point d'étape en 2022 pour savoir si on est bien raccord sur ce qu'on veut. Donc voilà, être à l'écoute, accompagner les structures et puis se faire accompagner, puisque moi, dans le cadre de la mission, je bénéficie en fait de l'accompagnement des écosolides dans le cadre de l'incubateur, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard externe qui apporte aussi des éléments de compréhension et une structuration du projet. Donc enfin, et enfin, quels seraient les quelques bons conseils que vous pourriez donner à des acteurs qui souhaitent se lancer dans une démarche de coopération? Alors, les bons conseils, plusieurs, ne pas rester seul, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Les bons conseils, j'en ai pas parlé, mais la mission, pour moi, elle est financée par des acteurs incontournables. Donc, moi, j'ai la métropole qui apporte un financement et une coopération à ce projet. Il y a France Active qui est là, la région aussi, puisqu'on rentre dans le cadre d'un PTCE. Donc, ça, c'est intéressant. L'ADEME qui est aussi à nos côtés. Il faut régulièrement, je l'ai un peu dit, les bons conseils il y a l'aspect collectif et il y a l'aspect individuel en fait des structures. Chaque structure a aussi son propre plan de développement ou de structuration. Donc comment tout ça on peut allier en fait les deux, le développement de la structure et la constitution du collectif. Donc, ça nécessite d'être à l'écoute et puis d'avoir des étapes de validation, comme je le disais, et d'entendre tout le monde, en fait, et le système de vote est intéressant pour ça, d'avoir des temps en assemblée générale, en différents temps de validation. Merci beaucoup Stéphanie pour ces éléments très éclairants. Merci. Sans plus attendre, aux questions du public. Oui, merci déjà à vos questions qui sont arrivées. On y a répondu pour certaines directement par écrit, mais sinon on a d'autres qui sont arrivées entre-temps. Alors, je pense que je vais prendre cette question directement parce que je pense que ça s'adresse directement du coup à Stéphanie, de Nadia Roberge. Bonjour, pourquoi avoir choisi le statut associatif pour la création du collectif après la démarche de coopération renforcée ? C'était le plus adapté à l'étape du projet, en fait. On ne voyait pas, on est au tout début du projet, du montage du centre, on doit faire le prévisionnel, on remet un peu, on en discute. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, le statut associatif, il était le plus adapté, en fait. On verra par la suite, comme je vous le disais, on a un point d'étape en 2022 pour voir si on va vers une SIC. Et SIC, est-ce que ça sera un regroupement d'acteurs ou créer une SIC ex nihilo? Mais à aujourd'hui, l'association est le plus adaptée. Merci. Ensuite, on avait une autre question, et n'hésitez pas du coup à bien les poser dans l'outil questions et réponses. Une autre question, la plus générale, du coup, d'Alexandra Veland, parmi les différentes stratégies de changement d'échelle opérées par les entreprises sociales, laquelle est la plus plébiscitée? Diversification, duplication, fertilisation, coopération, fusion. Et du coup, ça s'adressait
à la VISE et à la Banque des Territoires, mais M. Janter a dû quitter le webinaire entre-temps. Du coup, petite réponse en tout cas de ma part, en tout cas la manière dont on présente les stratégies de changement d'échelle, il n'y a pas forcément il n'y en a pas d'ailleurs de hiérarchie entre les différentes stratégies. Donc voilà, il n'y en a pas une qui sera plus plébiscitée. À nouveau, on a essayé de vous montrer les enjeux sous-jacents et comment certaines stratégies répondent à un contexte particulier, à un contexte économique ou à une vision aussi que vous avez de votre impact social. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chaque projet. Et par ailleurs, c'est aussi évolutif dans le temps. À nouveau, on vous parle de ces stratégies, mais je pense, et parmi vous sûrement, il y a peut-être des entreprises qui ont vécu plusieurs phases de développement et du coup, qui sont passées par plusieurs stratégies. Ça peut être la coopération, demain on va essaimer. Ensuite, voilà, peut-être dans la vie d'une structure, on va fusionner ensuite. Enfin, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas plus plébiscité. Ensuite, en revanche, il y a des accompagnements ciblés sur certaines stratégies ou des financements également qui seront ciblés pour soutenir telle ou telle stratégie, mais l'ensemble de celles qu'on vous présente sont bien là pour maximiser l'impact social. Voilà. Je ne sais pas si peut-être Stéphanie, vous avez aussi un mot sur les différentes stratégies qui étaient là pour vous aider à changer d'échelle sur les différents projets qui composent le groupe. Les différentes stratégies. Est-ce que vous êtes posé la question peut-être à un autre moment sur de la diversification, de l'essaimage? Oui, tout à fait. En fait, c'est que je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est évolutif parce que moi, entre le projet qui a été défini en fait en 2019 et aujourd'hui, en fait, on se rend compte déjà, il y a le Covid qui passe par là, donc mais on se rend compte que c'est évolutif en fait. Et notamment là, on attend les résultats de la caractérisation sur les déchetteries pour voir si le gisement est toujours aussi présent en termes de produits à réemployer, puisque le premier business model qui avait été fait sur le centre de préparation au réemploi, c'était sur un gisement potentiel à terme de 2000 tonnes. Sauf que si on ne l'a pas aujourd'hui, en fait, il faut qu'on regarde, qu'on refasse le point. Moi, quand je suis arrivée aussi, j'ai fait un benchmark en fait de ce qui se passait sur les autres territoires pour voir un peu s'il y avait déjà eu ce type de coopération ou de changement d'échelle. Et ça m'a amené à voir qu'il y a des coopérations qui se font, par exemple, sur les déchets d'encombrants, notamment à Lyon avec Iloé, où c'était pas la porte d'entrée, c'était pas le réemploi, mais plutôt la valorisation des déchets. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on est encore en discussion avec eux, c'est comment ils arrivent à travailler avec l'ensemble des acteurs. Que ce soit les régies de quartier, les acteurs du déchet privé, la collectivité locale. Et à un moment, quand on construit ce collectif, on ne construit pas tout seul, on construit aussi avec l'écosystème environnement. Aujourd'hui, on est dans la filière réemploi, on a les nouvelles filières de déchets qui arrivent sur les sports et loisirs, articles de bricolage. Et du coup, comment on intègre ça aussi dans notre changement d'échelle? On a aussi les invendus qui vont arriver des entreprises. Donc, en fait, à un moment, il faut remettre à plat et voir aussi, par rapport au projet de départ, comment on peut l'enrichir. Il faut être souple avec cette idée-là, quoi, tout en ne s'éloignant pas trop, mais en tout cas, il faut prendre en compte aussi l'évolution de l'environnement. Merci beaucoup. Du coup, on n'a pas d'autres questions à date, donc je laisse encore 30 secondes pour une dernière question de la fin. Si une participante ou une participant veut nous partager encore son interrogation, ou peut-être partager encore des choses dans le fil discussion. Voilà, on a des remerciements en tout cas. Merci, tout est très clair. Pas de questions. Excellent moment d'intelligence et de partage collectif. Merci beaucoup. Bravo pour cette coopération. Voilà. Écoutez, merci. Allez, une dernière question. Du coup, qui a animé le collectif au départ? Alors, au départ, ça a été les Écosolis. Donc, ils ont un référent en fait réemploi ressources. Et dans le collectif, il y a deux personnes qui ont dédié du temps au niveau d'Envie et de la ressourcerie, en fait, de la ressourcerie de Lille pour animer ce collectif.
Et là, ils ont eu un financement de l'ADEME pour ça, mais c'est deux acteurs voilà, du collectif qui a apporté ça. Et après, suite voilà, au DLA, aux échanges avec la collectivité locale, c'est de se dire à un moment, il faut quelqu'un en fait, qui puisse animer ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un recrutement. Et au démarrage, c'est bien les acteurs et les écoles Soli qui est un acteur incontournable de l'ESS. Merci. Merci en tout cas pour votre témoignage et pour toutes ces réponses. Du coup, merci à vous, participantes et participants, d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve donc pour les 2 prochaines sessions. Donc, autour de la diversification, ce sera le mercredi 23 juin. La date a changé puisqu'il y a eu un problème de date. Donc, voilà, on se trouve le mercredi cette fois, 23 juin, de 9h30 à 10h30. Et la dernière session fusion, ce sera à la rentrée le 12 octobre. Je vous rappelle du coup que ce webinaire a été enregistré, donc il sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Également le dernier webinaire, il n'a pas encore été mis en ligne sur duplication et fertilisation, mais ce sera également le cas. Voilà, et puis on vous invite aussi à répondre au questionnaire de satisfaction lorsque vous quitterez ce webinaire. Donc ne fermez pas la fenêtre dans laquelle vous avez ouvert cette session, puisque comme ça, vous pourrez avoir le questionnaire de satisfaction et répondre, puisque pour nous, c'est très important pour organiser les prochaines sessions. On vous remercie, on vous dit à bientôt et puis passez une très bonne journée.